Mon mari Desmond avait un faible pour les pralines. Chaque Noël, je préparais une fournée selon la recette de ma grand-mère, comme je le faisais depuis avant notre mariage. Et chaque année, sans exception, sans même demander, Desmond mangeait celles qui étaient cassées, celles qui s'effritaient en sortant du moule, les morceaux trop petits ou trop irréguliers pour être présentés aux invités. Il restait là, debout au comptoir, et les mangeait une par une, comme si c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. En 38 ans, il n'en a jamais touché une seule entière. Je n'ai compris ce que cela disait de lui que lorsque j'ai recommencé à fréquenter des hommes. Jusqu'à ce que je rencontre des hommes qui, dès qu'ils franchissaient une porte, calculaient déjà ce qu'ils pouvaient prendre. Si vous êtes une femme propriétaire de votre maison, qui a construit quelque chose toute une vie, et qui a récemment commencé à se demander, peut-être sans en avoir pleinement conscience, juste une petite gêne dans la poitrine, si l'homme qui semble s'y intéresser par vous l'est vraiment par vous ou par votre adresse, je veux que vous restiez avec moi. Parce que je vais vous dire exactement ce que j'ai vu. Et je vais vous apprendre à le voir vous-même. Je m'appelle Céleste Stenmarchand Okafor. J'ai 74 ans. Je suis une ancienne enseignante, veuve depuis 11 ans, et je suis propriétaire de ma maison, sans aucun crédit. Et dans le monde des rencontres de 2026, ce dernier point, une maison remboursée, avec une chambre d'amis et une cuisine fonctionnelle, a fait de moi une cible. Je ne le dis pas avec amertume. Je le dis comme ma grand-mère le faisait, simplement, pour que vous n'ayez pas à deviner. Voici ce que j'ai appris. C'était un jeudi soir, au printemps 2024. J'étais assise en face d'un homme nommé Réginald Beaumontchasse, dans un restaurant près de la galerie. Il se faisait appeler Reggie. Il avait 68 ans, beau à sa manière, avec des tempes grisonnantes et des rides de rire qui suggéraient qu'il en usait souvent. Il m'avait tenu la porte à mon arrivée. Il s'était levé quand j'étais arrivée à la table. Il me posait des questions et écoutait vraiment les réponses. Je dois avouer, j'étais un peu charmée. Nous étions peut-être à 40 minutes de conversation, entre l'entrée et le plat principal, quand il s'est penché en arrière, à soupirer et à lâcher, cette ville essaie de nous chasser. Son propriétaire, a-t-il expliqué, avait encore augmenté son loyer. La 3e fois en 18 mois. Il habitait dans un complexe correct près de l'autoroute du Sud-Ouest, mais ce complexe avait été vendu à une nouvelle société de gestion. Et cette société avait décidé que les retraités à revenus fixes étaient moins intéressants que de jeunes professionnels capables de payer $1 200 de plus par mois. Il l'a dit avec une dignité lasse. Pas de plainte, pas de drame, juste un homme partageant la fatigue particulière de voir une ville exclure ceux qui l'ont construite. Et j'ai hoché la tête. Parce qu'en 2026, à Houston, nous comprenions tous. Le marché immobilier avait fait des choses, ces 4 dernières années, auxquelles aucun de nous n'était préparé, des augmentations de loyers de 30%, 40% dans des complexes non rénovés depuis les années 90. Des revenus fixes qui n'avaient pas bougé, alors que tout autour, si. J'avais des amis de l'église qui devaient choisir entre leurs médicaments et leurs loyers, entre leurs courses et leurs factures. La pression était réelle, et Reggie en parlait comme quelqu'un qui la subissait. Alors j'ai compati. Bien sûr. Ce que je n'ai pas compris ce soir-là, c'est ce qu'il cherchait dans ma réponse. Voilà, j'ai mentionné ma maison. Bien sûr. C'est venu naturellement. Il parlait de sa situation avec son propriétaire. J'ai dit que j'étais reconnaissante de ne pas avoir à gérer ça. Il a demandé pourquoi. J'ai expliqué que j'avais remboursé l'hypothèque quelques années après la mort de Desmond. Que la maison était à moi. Titre clair, sans prêt, personne pour augmenter mes paiements. Je l'ai dit comme un fait ordinaire. Et j'ai vu quelque chose, dans les yeux de Reggie, juste une seconde, se poser sur cette information, comme une clé trouvant une serrure dont elle ignorait l'existence. Je n'ai pas nommé ce que j'ai vu. Pas encore. Maintenant, je sais. Voici ce que vous devez comprendre à propos de cette conversation en 2026. La plainte sur le logement est un parfait alibi. Chaque personne âgée à revenu fixe l'a eu 100 fois. Ça ressemble à une difficulté partagée. À 2 personnes qui se comprennent. Ça semble être de la complicité. En réalité, c'est du repérage. Il ne se confesse pas. Il passe une audition. Il apprend si vous avez de la place. Si vous avez de la stabilité.
Si vous êtes le genre de femme qui voudrait naturellement aider quelqu'un qui lui tient à cœur, avec une situation de logement, qui n'est pas de sa faute. Pas vraiment. Juste l'économie qui est cruelle envers vous deux. Il cherche à savoir s'il y a une place libre. Ma maison a été payée par 38 ans de travail à deux. Le district scolaire et l'entreprise d'électricité de Desmond, combinés pendant des décennies, en avaient fait notre maison. Après sa mort, j'ai remboursé le reste de l'hypothèque seule. Je l'ai fait en partie parce que c'était pratique, et en partie parce que ça ressemblait à achever quelque chose que nous avions commencé ensemble. Cette maison n'est pas une place libre. Mais ce jeudi soir à la Galleria, assise en face d'un homme charmant aux tempes grisonnantes et aux bonnes manières, je ne savais pas encore que je devais être claire là-dessus. Après ce premier rendez-vous, Reggie m'a appelé. Pas un SMS, un vrai coup de téléphone. À 21h ce même soir. Ce que j'ai trouvé rafraîchissant, après des années d'hommes qui communiquaient exclusivement par emoji. Nous avons parlé 1h20. Il était drôle, curieux, avait des opinions et savait les défendre sans crier. À la fin de l'appel, je souriais dans ma cuisine comme une femme qui avait oublié qu'elle avait 74 ans. Ça a continué pendant 8 jours. Chaque soir, un appel. Chaque matin, un SMS de bonjour personnalisé, pas une formule copiée, mais quelque chose qui faisait référence à notre conversation de la veille. Nous avons pris un café 2 fois. Il se souvenait que je prenais le mien avec un sucre et du lait d'avoine, pas du lait normal, et il l'avait prêt à mon arrivée. Une petite chose, mais Desmond faisait aussi de petites choses, et je connaissais le poids qu'elles avaient. Le 9e jour, un mardi matin, j'étais debout dans ma cuisine quand mon téléphone s'est allumé. Je l'ai lu 2 fois, j'ai réfléchi. Je ne pense pas que nous nous soyons trouvés par hasard. Tu pourrais être mon âme sœur. 9 jours. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Et sans savoir pourquoi, alors que je n'avais pas pensé à Desmond ce matin-là, du moins pas consciemment, sa voix m'est revenue. 3 semaines avant sa mort. Allongé dans notre chambre avec cette immobilité particulière des malades qui ont arrêté de lutter. Il m'avait regardé et dit, « Tu vas t'en sortir sans moi. Tu l'as toujours su. » C'était la version de Desmond d'une lettre d'amour. 11 mots. 38 ans derrière eux. Il m'avait connu pendant plus de la moitié de sa vie. Et il ne m'avait jamais appelé son « âme sœur ». Pas parce qu'il ne m'aimait pas. Mais parce qu'il était un homme qui comprenait qu'on ne nomme pas les choses dont on n'a pas encore gagné le droit. Lui, il construisait quelque chose de réel. Et les choses réelles prennent du temps à se nommer. Reggie, lui, me connaissait depuis 9 jours. Écoutez-moi bien, je veux être honnête avec vous. Parce que vous méritez l'honnêteté plus qu'une histoire qui me ferait paraître plus sage que je ne l'étais. Quand j'ai lu ce SMS, une partie de moi, une vraie partie, pas une petite, a senti quelque chose de chaud traverser ma poitrine. J'étais veuve depuis 11 ans. 11 ans à dormir d'un côté du lit parce que l'autre côté donnait encore l'impression d'appartenir à quelqu'un. 11 ans à cuisiner des portions que je devais manger seule. 11 ans à aller bien, comme Desmond l'avait dit, mais à aller bien comme une maison bien entretenue et silencieuse. Être appelée l'âme sœur de quelqu'un, c'était comme un lever de soleil. Et c'est exactement là-dessus que des hommes comme Reggie comptent. C'est du love bombing. Il y a un nom pour ça. Ça marche parce que ça cible quelque chose de réel. La solitude est réelle. Le désir d'être choisi est réel. Après des années à être invisible, de cette manière dont le veuvage vous rend invisible, être vu avec cette intensité focalisée donne l'impression que c'est ce que vous attendiez depuis toujours. Mais voici ce que j'ai dû apprendre à la dure. L'amour vrai prend du temps à se nommer. Un homme qui tombe vraiment amoureux de vous est prudent avec ses mots, parce qu'il sait ce qu'il coûte. Il sait que dire à une femme qu'elle est son âme sœur, c'est un engagement, pas un compliment. Il en prend soin. Parce qu'il le respecte. Un homme qui vous appelle son âme sœur au 9e jour n'en prend pas soin. Il le dépense. Il fait un dépôt sur un compte dont il a l'intention de retirer. La rapidité n'est pas de la passion. La rapidité, c'est de la pression. Il crée une dette émotionnelle. Vous vous sentez choisi. Vu. Chaleureusement obligé de correspondre à son intensité. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à avancer à son rythme, un rythme que vous n'avez jamais accepté. Quand ça devient trop rapide,
il est déjà trop tard. Et ralentir donne l'impression d'un rejet, comme si vous étiez le problème, comme si vous étiez avare, craintive. Alors qu'en réalité, vous êtes simplement derrière un homme qui a commencé à courir avant que vous n'ayez entendu le coup de feu du départ. Reggie m'a appelé son âme sœur au 9e jour. J'ai toujours le SMS. Je le relis parfois, non pas avec colère, mais avec cette clarté particulière qui vient de l'autre côté des choses. Desmond, lui, ne m'a jamais appelé son âme sœur. Il m'appelait ma chérie. Il m'appelait femme quand il était exaspéré. Il m'appelait ma femme, comme si c'était le mot le plus spécifique et le plus sérieux de la langue anglaise. Ça, c'était le vrai. Après 6 semaines, j'aurais pu vous dire, où Reggie accrochait sa veste chez moi. Quel côté du canapé il préférait. Comment il prenait son café. Ce qu'il regardait quand il avait la télécommande. Je connaissais sa présence dans mon espace, comme on connaît la présence de quelqu'un qui s'est installé chez soi. Ce que je ne pouvais pas vous dire ? Où habitait Reggie ? Pas les rues à proximité. Pas le nom du complexe. Pas à quoi ressemblait son appartement. Ni son odeur. Ni s'il avait des photos au mur. En 6 semaines de relation, je n'avais jamais mis les pieds dans sa vie. Tous les projets se déroulaient chez moi. Chaque dîner à ma table, ou dans un restaurant que j'avais suggéré, et où nous étions allés avec ma voiture. Il était toujours là, sur mon canapé, dans ma cuisine, à regarder ma télévision, et jamais ailleurs. La première fois qu'il n'est pas rentré chez lui, je me suis dit que c'était mignon. Nous avions dîné. J'avais cuisiné, ce que j'aime faire, sans y repenser. Ensuite, il m'avait aidé à débarrasser la table, ce qui m'avait aussi semblé attentionné. Puis nous nous étions retrouvés sur le canapé. Vers 21h30, il s'est tu, est resté immobile, et a dit « Je suis fatigué. Vraiment fatigué. Ça te dérange si je ferme les yeux quelques minutes avant de conduire ?» J'ai répondu « Bien sûr que non. » Il était parti avant minuit. Il m'avait envoyé un SMS de la voiture « Merci pour ce soir. La meilleure soirée que j'ai passée depuis des années. » La semaine suivante, la même chose. Celle d'après, je n'ai pas nommé les choses. Je me disais que j'étais hospitalière. Que lui habitait assez loin pour que ça ait du sens. Je me disais beaucoup de choses, qui étaient plus faciles que la question que je ne me posais pas. Puis, un soir, j'ai appelé ma sœur Sylvie, à Bâton Rouge. Sylvie a 69 ans. C'est la personne la plus directe que j'ai jamais aimée. J'étais assise sur ma véranda, pas inquiète, juste en train de parler. Je lui parlais de Reggie, du temps qu'il passait chez moi, de la manière dont nous nous étions installés dans une relation confortable. Sylvie est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, calme et directe comme une règle, « Du temps ? Où est-ce qu'il habite ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre. Puis je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai réalisé que je ne le savais pas. Depuis cette semaine, je ne savais pas où cet homme dormait. Je suis restée assise avec cette pensée un long moment sur ma véranda, le soir houstonien s'installant autour de moi. Et j'ai ressenti ce malaise particulier, celui d'une question qui vous montre quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Il ne m'avait jamais invité chez lui. Pas une seule fois. Il n'avait jamais dit « Viens voir chez moi. Je te cuisinerai quelque chose. Je veux te montrer où je vis. » Toutes les invitations allaient dans une seule direction, vers mon espace, ma cuisine, mon canapé, mon adresse. Et j'avais été tellement occupée à l'accueillir que je n'avais pas remarqué que la porte vers son monde n'avait jamais été ouverte. Un homme qui veut vous aimer voudra que vous sachiez où il dort. Ce n'est pas une règle compliquée. Ce n'est pas une exigence élevée. Un homme qui construit quelque chose de réel avec vous ne vous garde pas entièrement à l'écart de son monde physique. Il peut avoir honte d'un appartement plus petit. Il peut vouloir le ranger avant. C'est humain. Mais la gêne explique une semaine d'évitement. Elle n'explique pas cette semaine. Ce qui explique cette semaine, c'est qu'il y a quelque chose dans sa situation de logement qu'il ne peut pas se permettre que vous voyez. La taille de l'appartement ? Son état ? Le fait qu'il soit en retard de loyer, ce qui rend la plainte du premier rendez-vous beaucoup plus compréhensible qu'elle ne l'était à ce moment-là ? Quand j'ai enfin demandé directement à Reggie, après que la question de Sylvie m'eut éclairci les idées.
Sa réponse a été chaude et parfaitement raisonnable. Chez moi, c'est le bordel. J'ai honte. J'avais l'intention de t'inviter, mais j'ai sans cesse repoussé. Il l'a dit avec un charme un peu gêné, que je dois avouer était convaincant. Mais voici ce que j'ai remarqué, il n'a jamais proposé de date. Il n'a jamais dit « viens samedi ». Il a dit qu'il avait l'intention de le faire. Qu'il allait ranger. Qu'il me préviendrait quand ce serait présentable. Et la semaine suivante, il était de retour sur mon canapé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire attention différemment. J'ai mis fin à ma relation avec Reggie discrètement. Sans drame. Il l'a trop bien pris, ce qui m'a appris quelque chose. Et j'ai passé un mois à me sentir plus intelligente que je ne le méritais. Puis j'ai rencontré Warren Thibodeau. Il n'avait rien à voir avec Reggie. C'était la première chose que j'ai remarquée, et celle qui a failli me faire recommencer. Warren était plus calme. Plus lent. Il m'a tenu la porte dans une pharmacie un mercredi après-midi, puis est resté là à me parler pendant 15 minutes de rien de particulier. Juste une conversation facile. Et quand il a demandé mon numéro, il a demandé. Il n'a pas supposé. Il n'a pas manœuvré. Juste demandé, comme un homme qui comprend qu'un numéro de femme est quelque chose qu'on demande, pas qu'on collecte. 2 mois plus tard, je pensais avoir appris ma leçon. Mais avec Warren, quelque chose clochait, je ne connaissais personne de sa vie. Il parlait d'un fils, d'amis, d'une église, sans jamais rien rendre concret. Puis ma fille m'a envoyé un mot, homosexuel. Un homme qui cherche surtout une relation pour obtenir un logement et de la stabilité. En lisant des témoignages de femmes âgées, j'ai compris que ce n'était pas un cas isolé, même schéma, même signe, intensité rapide, problème d'argent, dépendance progressive. Un jour au magasin, Warren a oublié son portefeuille. Puis il y eut d'autres petites dépenses. Pas le montant qui comptait, mais le test, voir jusqu'où j'accepterais de payer sans poser de questions. J'ai fini par rompre. Plus tard, des femmes de mon entourage m'ont raconté des histoires bien pires, des milliers de dollars perdus, des hommes installés chez elles, des séparations devenues impossibles. Pas parce qu'elles étaient faibles, parce qu'elles étaient seules. J'ai compris ceci, la solitude n'est pas une honte. Mais certains savent l'utiliser. Un homme qui aime vraiment construit lentement, avec respect. Un homme qui cherche un arrangement pousse vite, parce qu'il sait que le temps joue contre lui. Aujourd'hui, je continue à rencontrer des gens, mais avec plus de discernement. Votre maison, votre stabilité, votre vie ne sont pas des ressources à exploiter. Vous méritez un amour qui prend sa juste place, rien de plus.